Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver sur Bismart, mais aussi sur le site bismart.fr et bien sûr sur tous les réseaux sociaux de Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion. Nous ferons un point sur le cours de l'or en ce mois avant ces derniers mois de l'année, donc pour le mois de septembre et jusqu'à décembre. Nous en parlerons avec François Delassus, consultant chez Or en Cash. Nous nous poserons notamment la question de la manière d'aborder ce placement ou cet investissement de la part des investisseurs. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré au rendement des fonds euros en 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau pour en parler Patrick Montagnier, premier secrétaire général adjoint de l'ACPR, qui sera accompagné également d'Aurore Cambou, chef du service d'analyse des risques assurance au sein de la direction d'études et d'analyse des risques de l'ACPR. Nous ferons donc un focus sur ce rendement des fonds euros pour l'année 2022. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, cette nouvelle partie que nous avons créée dans Smart Patrimoine pour donner la parole directement à un conseiller en gestion de patrimoine sur les sujets qui l'animent en ce moment. Nous aurons le plaisir de recevoir Vincent Danis, président de Savignane, qui reviendra sur les revalorisations à la baisse de prix de part de SCPI cet été. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements passion, plaisir ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement dans l'or, donc pour les derniers mois de l'année 2023. Le cours de l'or qui a perdu une centaine de points durant la période estivale. Nous faisons le point avec François Delassus, consultant chez Or en Cash. Bonjour François Delassus. Bonjour. Alors, je parlais de ce cours de l'or qui a perdu 100 points durant la période estivale sur un mois à peu près en dollars, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose de normal dans une période où il y a moins d'échanges, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on suit de près quand on est spécialiste du sujet d'investissement dans l'or? On le suit de près, mais vous savez qu'au mois d'août, généralement, comme les volumes ne sont pas très importants, bien sûr. Dès qu'il y a un effet important sur une donnée particulière, ça majore les conséquences. En ce qui concerne le prix de l'or, si on regarde bien le cours de l'or en dollars, et puis après ça je parlerai de l'euro, en dollars on est à 9% depuis le début de l'année. D'accord. On a baissé au mois d'août, c'est vrai, il est remonté un petit peu. C'est vrai que le dollar, on a gagné 9% depuis le début de l'année, bien sûr. On a gagné 9% depuis le début de l'année en dollars. Bien sûr. Il est stable en euros depuis le début de l'année, donc c'est pour les épargnants, c'est bon à savoir. D'accord. Le cours en euros est plutôt favorable, même si quand même il est pas loin de 1777, ce qui n'est pas négligeable pour Londres. Mais c'est vrai que généralement au mois d'août, le mois d'août est un mois très porteur sur l'or. Cette année, on s'attend à ce que ce mois d'août soit moins porteur sur l'or pour des raisons assez significatives. D'une part parce que les valeurs boursières restent quand même à la hausse. Le dollar est très à la hausse, puisque finalement l'économie américaine, si on regarde l'économie mondiale, c'est l'économie qui résiste le mieux. L'Europe aujourd'hui, c'est pas terrible. Vous voyez les derniers chiffres sur l'Allemagne, c'est un peu inquiétant d'ailleurs. Donc il y a la fermeté de l'économie américaine, un dollar élevé, et également deux éléments importants qui soutiennent généralement le cours de l'or, c'est la demande indienne et chinoise. La Chine, aujourd'hui, le dollar est fort, donc les Chinois comme les Indiens sont extrêmement sensibles au prix. Et lorsque le prix de l'or en dollars est élevé par rapport à leur devise, ils achètent moins. Donc on s'attend à une consommation un peu flat, baisse en Inde et en Chine, ce qui ne soutient pas le cours de l'or. Voilà. Par contre... En dollars, oui. Mais donc en euros. En euros, on reste, parce qu'en euros, on reste sur un cours qui est finalement aujourd'hui assez stable depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on a eu des hausses très importantes au mois de mars et au mois d'avril, ce qui expliquait aussi qu'un certain nombre d'épargnants ont voulu vendre leur or, plutôt que de l'acheter. C'est un élément assez important cette année aussi en Europe, pas dans d'autres pays en Europe. Et là, on s'attend, si vous voulez, sur le dernier trimestre, en fait, à un environnement qui continue à supporter le cours de l'or, puisque l'économie est toujours un peu flanchante. Bien sûr. D'autre part, le climat géopolitique n'est pas forcément très encourageant. Et donc, ça veut dire que ça reste
porteur pour, si vous voulez, pour les épargnants qui souhaiteraient à investir dans l'or. Donc il vaut mieux investir en euros quand on veut investir dans l'or. En France, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Bien sûr, c'est sûr, bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, en fait, pour un épargnant français, ce qui est important, c'est pas simplement de regarder le cours de l'or en dollars, puisque finalement, c'est ce que tout le monde regarde. C'est ce que regardent les économistes, les analystes. Mais il ne faut jamais oublier qu'en France, on achète en euros. Et donc, ce qui est très important pour des investisseurs français, c'est de regarder la parité de change entre l'euro et le dollar. Voilà. Dans un contexte inflationniste comme celui qu'on connaît actuellement en Europe, bon pas que, mais là en l'occurrence on parle effectivement des investisseurs français, quelle approche faut-il avoir sur un placement d'une partie de ces économies dans l'or ? Écoutez, alors là je vais répondre pour ceux qui vont sur du physique en particulier. Je parlais depuis le début de l'année l'évolution du cours. Si vous prenez les 3 dernières années, l'évolution du cours en euros, c'est plus 9%. D'accord. Sur l'or physique. Sur l'or en général. Sur l'or en général. Je dis en l'or physique parce que les gens qui vont sur l'or physique le vont pas de façon spéculative. Donc, ils vont le détenir pendant un certain temps et généralement on parle de 3, 5, 10 ans. C'est vrai que si on va sur des pièces lingots, on ne va pas regarder le cours tous les jours, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de voir la progression de l'or sur le moyen long terme et on s'aperçoit que comparé aux autres classes d'actifs financiers, l'or performe bien. Généralement, celle qui performe le plus 20 ans, ce sont les actions. Vient ensuite généralement l'or, qui arrive très vite après. Donc l'or, ce qui est plutôt considéré comme une valeur refuge, considéré comme stable, ce que vous nous dites, c'est que sur le très long terme, on peut quand même y trouver une certaine performance ? Oui, bien sûr, sur le long terme et même sur du court terme. Par exemple, alors, prenons 5, si on avait pris entre 2000 et 2010, donc ça fait quand même 10 ans, le prix de l'or a été multiplié par 5. Il y a peu d'actifs qui avaient vu leur cours multiplié par 5. Donc on peut gagner sur l'or surtout, mais surtout le principe fondamental, c'est de garder la valeur. L'or, on peut avoir de la rémunération, mais ce n'est pas un bien spéculatif puisqu'il ne produit ni dividendes, ni coût pour l'intérêt. Néanmoins, il s'apprécie sur le moyen long terme. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais l'intérêt surtout de l'or, si on investit, c'est de voir qu'il généralement il ne bouge pas comme les autres actifs financiers, ce qui fait qu'il apparaît comme un élément important dans l'optimisation et la conservation de son patrimoine. Donc vous avez quelque chose qui ne bouge pas comme les autres. Et puis, autre point très important pour l'or, c'est que je rappelle qu'il n'a pas de risque émetteur, ni de risque de contrepartie, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on veut avoir un portefeuille diversifié. Une question qui va peut-être vous faire sourire, mais alors effectivement, certains investisseurs ont tendance à voir l'or comme le dernier recours quand on a des inquiétudes sur tous les autres actifs. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder ce placement ? Pas du tout, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Le contraire, c'est qu'en fait, il faut le voir dans l'ensemble de son patrimoine comme un actif de diversification alternatif qui a l'avantage de ne pas bouger comme les principales autres classes d'actifs financiers. Bien sûr, ce qui donc ça optimise. Maintenant, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que l'or est très liquide. Et là, on a vu en Allemagne, cette année, c'est assez particulier sur l'Europe par rapport à d'autres produits, c'est qu'on a eu une augmentation très importante de la revente d'or. Alors, du vieil or, bien sûr, à cause du prix de l'or, quand je dis vieil or, c'est les bijoux, etc. Donc là, on parle d'or physique. Là, on parle d'or physique. Mais il y a un certain nombre si vous voulez, de particuliers qui avaient besoin de payer des notes avec l'inflation. Et c'est intéressant d'avoir de l'or parce que très rapidement, comme c'est un prix qui s'impose à tout à chacun partout dans le monde, les gens le vendent facilement. Et donc là, au premier semestre, au mois de mars et au mois d'avril, lorsque l'or a augmenté jusqu'à $2000 et jusqu'à près de 1800 en euros, à peu près plus de 1800 euros, les gens ont vendu. Quelle stratégie rapidement d'ici la fin de l'année sur l'or ? On reste attentif effectivement au mouvement ? Alors moi, ce que je dirais pour des gens qui ne sont pas encore venus sur l'or physique, c'est le moment d'acheter puisqu'il n'est pas trop cher en euros, toute chose étant égale par ailleurs. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous avez des produits qui vous permettent d'entrer sur le marché de l'or, par exemple avec des lingotins de 2,5 grammes qui aujourd'hui valent 170 euros. Donc c'est quand même ouvert à tout à chacun. Merci beaucoup François Delassus de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant chez Orancash et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur le rendement des fonds en euros sur l'année 2022, un rendement que nous tenterons de mettre en regard également de l'inflation sur la même période. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurore Cambou. Tout d'abord, bonjour Aurore Cambou.
Bonjour Nicolas. Vous êtes chef du service d'analyse des risques assurance au sein de la direction d'études et d'analyse des risques de l'ACPR. Nous allons revenir avec vous tout de suite sur ce rendement donc, des fonds en euros en 2022. Nous avons également le plaisir d'accueillir juste avant Patrick Montagnier. Bonjour Patrick Montagnier. Bonjour. Vous êtes premier secrétaire général adjoint au sein de l'ACPR également. On va commencer donc avec vous, Aurore Cambou. Ça y est, nous avons le chiffre donc, de rendement pour les fonds euros en 2022, 1,9% qui vient mettre un terme finalement à plusieurs années de recul de ce rendement sur les fonds euros. Oui, c'est vrai, donc 1,9%, donc c'est une moyenne du taux de revalorisation qui a été alloué par les assureurs, donc des fois il y aura un peu plus, des fois moins. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y avait une baisse depuis 2012, parce que l'assurance vie c'est quand même un placement de moyen long terme, donc c'est important de regarder sur une échelle assez longue. Bien sûr. Donc par exemple, si on revient à 2012, on avait un taux de 2,91%. D'accord. Et après, c'est vrai qu'il y a eu une baisse d'environ 20 points de base chaque année, avec un plancher à 1,28% en 2020. Ça a stagné aussi en 2021. Et ensuite, ça a pris 63 points de base pour 2022. Et alors, comment on explique ce sursaut finalement du rendement des fonds euros spécifiquement pour l'année 2022 ? Il faut chercher du côté de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales, par exemple ? Oui, c'est vrai qu'il y a une hausse des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale, mais après, elle ne va pas forcément se traduire aussi vite. Bien sûr, oui. Sur les placements des assureurs, parce que c'est quand même des placements qui sont eux-mêmes longs, donc avec beaucoup d'obligations, surtout pour les assureurs vie pour les fonds euros. Donc le temps que le portefeuille se renouvelle, il n'y a pas les hausses des taux qu'on voit. Bien sûr, oui, il faut rappeler que ce n'est pas indexé automatiquement sur les taux de Banque centrale, mais qu'après, c'est des paniers d'obligations qui ont chacune des échéances et des taux différents. Mais alors, comment expliquer ce rebondissement, si on peut parler de rebondissement, en 2022 ? Alors, peut-être Patrick Montagnier, oui, bien sûr. Je vais intervenir. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, les assureurs qui étaient confrontés à des obligations, notamment d'État, qui étaient à 0%, voyaient avec souci le rendement moyen de leurs actifs diminuer. D'accord. Puisque les actifs antérieurs, très bien rémunérés, venaient à échéance, ils devaient en acheter de nouveaux, etc. Donc, depuis plusieurs années, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas distribué l'intégralité du rendement annuel. D'accord. Ils en ont mis une partie de côté. Ça s'appelle, en jargon technique, provision pour participation bénéfice. En même temps, le sens est bien là, de manière à pouvoir le redistribuer, puisque si jamais les taux restaient bas longtemps, il fallait pouvoir quand même continuer à donner du rendement aux assurés. D'accord. Et puis, si jamais les taux remontaient, il fallait accompagner cette hausse des taux aussi. Donc, cette année, ils ont cessé de systématiquement mettre en réserve une partie du rendement. En fait, ils l'ont distribué tout de suite et ils ont gardé la provision qui avait déjà été faite avant, qui était très conséquente et qui pourra permettre de la distribuer dans les prochaines années progressivement. Donc, cette idée, effectivement, ce rebond, il est bien lié au fait que là, il y a eu une hausse des taux. Les assureurs ont bien compris que les assurés attendaient du mieux. D'accord. Ouais. Même si ce n'est pas lié directement, psychologiquement, il y avait cette attente. C'est psychologique, il y a une attente. Il y a un indice phare qui sert d'index à tout le monde, que tout le monde en France connaît, ce qu'est le livret A. Donc tout le monde voyait bien qu'il se passait quelque chose. Donc ils ont décidé d'arrêter de mettre de côté. D'accord, je comprends. Oui. Laisser venir cette fois-ci direct distribuer, puis progressivement, les années suivantes, ils verront s'ils doivent redistribuer petit à petit ce qu'ils ont accumulé. Donc on parle plus de pratique commerciale des assureurs vie, ou en tout cas des gestionnaires de fonds euros, que d'une réelle explication technique finalement à cette hausse du rendement moyen en 2022. Absolument, c'est-à-dire qu'on savait tous très bien à un moment ou à un autre que cet environnement de taux d'intérêt très très bas ne pouvait pas durer. Quand il cesserait, ça on ne le savait pas, personne ne le savait, même pas la Banque centrale. Il y a eu effectivement cet épisode à partir de 2021 qui a eu un sursaut dans l'inflation qui s'est prolongé surtout en 2022 et 2023 et qui a amené une hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Mais donc tout ceci fait que les assureurs avaient en conscience qu'un jour ou l'autre cela arriverait, donc il fallait gérer sur le moyen terme, peut-être pas le long terme, mais au moins sur le moyen terme, cette capacité à dégager pour l'instant de l'argent pour pouvoir le redistribuer plus tard, puisque les portefeuilles, eux, vont pas aussi vite. Vous vendez pas tout brutalement pour tout réinvestir. Oui, bien sûr. C'est très long. Je rappelle que l'assurance vie, c'est 1900 milliards d'euros. Si vous vendez tout d'un seul coup, il y aurait un énorme krach boursier et obligataire. C'est pas possible. Personne n'achète de toute façon en face. On va revenir sur les stratégies d'investissement, notamment via assurance vie ou fonds euros. Juste avant, Aurore Cambou. Alors effectivement, on a ce chiffre de 1,9% qu'on peut peut-être mettre en regard de questionnements réguliers de la part des investisseurs, qui est le taux d'inflation qui, lui, ne cesse d'augmenter en France et en Europe, et pas que d'ailleurs, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'en 2022, le taux de l'inflation, c'était à peu près 5,2%. Donc c'est vrai que ça peut paraître très haut par rapport à 1,9% pour le taux de revalorisation des contrats d'assurance vie. Après, si on regarde encore depuis 2012, le taux de l'inflation, il était toujours en deçà du taux de revalorisation des contrats d'assurance vie. Il n'y a qu'en 2021 où le taux de l'inflation il est passé à 1,6%. Alors que le taux de revalorisation des contrats d'assurance vie était à 1,28% en moyenne. D'accord. Et après, en 2022, c'est resté. Enfin, il y a eu une très forte hausse de l'inflation. Donc, c'est une anomalie d'avoir une inflation plus haute que le taux de revalorisation des fonds en euros. C'est ce qu'il faut comprendre en 2022 ? Non, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut vraiment regarder sur un horizon assez long. D'accord, bien sûr. Oui. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, l'inflation est beaucoup plus forte que le taux de revalorisation que c'est vrai forcément sur le long terme. C'est vrai qu'effectivement, Patrick Montagné, l'investisseur averti peut se dire sur un fonds en euros, quand j'ai une inflation qui est à plus de 5% et un rendement qui est à moins de 2%, est-ce que je ne perdrai pas un petit peu d'argent sur mes placements, à court terme en tout cas ? Oui, forcément. Cette année, en 2022, et ça sera sans doute pareil en 2023, on attend encore les chiffres définitifs de l'inflation, c'est encore un peu tôt, mais il est probable effectivement que le fonds euro ne protège pas intégralement contre l'inflation. Il a protégé quand même en partie, bien sûr, oui, mais pas intégralement. Effectivement, les années antérieures, comme Aurore le disait, c'était l'inverse. Il faisait nettement mieux que l'inflation. À certaines années, effectivement, alors qu'on avait une inflation à moins de 1,5, le taux, lui, était beaucoup plus haut. Donc en fait, on a bien quelque chose là qui s'est passé. Et effectivement, il est normal de se poser la question. Ensuite, il faut regarder quelles sont les alternatives. Quand vous regardez la gamme des placements, c'est pour ça que l'assurance vie, pour nous, c'est vraiment, et ce que l'on dit partout en permanence aux courtiers, aux agents généraux qui vendent de l'assurance, c'est l'assurance vie, c'est un des outils de l'épargne, c'est pas le seul. Deuxièmement, c'est un outil qui est de moyen long terme, contrairement par exemple à une épargne bancaire, qu'elle soit sous dépôt courant ou sous forme de livret, qui est une épargne de précaution, dans laquelle vous tapez à tout instant, vous pouvez rentrer, sortir sans difficulté. Rentrer, sortir d'un livret d'assurance vie, techniquement, enfin d'un contrat d'assurance vie, pardon. Techniquement, vous pouvez, mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est bien d'épargner pour le futur. Et donc de moins se poser de questions à court terme quand on voit effectivement que ça ne correspond pas à sa stratégie, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, sauf si on a vraiment absolument besoin de ces liquidités, bien évidemment. Sûr, oui. Mais il faut savoir en plus que les contrats d'assurance vie sont essentiellement des contrats dits mixtes, c'est-à-dire ils ont une partie qui est effectivement investie sur le fonds euro, de manière à avoir une certaine stabilité, et une autre partie très souvent qui est proposée aux épargnants sous forme d'unité de compte, où là l'épargnant a le choix, ou peut laisser l'assureur choisir, un certain nombre de supports, notamment actions ou d'autres types de supports, qui permettent effectivement d'avoir des rendements différents et beaucoup plus sensibles à la conjoncture que ne l'est effectivement le fonds euro, qui a une forme de stabilité de moyen terme assez forte et d'inertie. Et ça, alors je ne sais pas si vous avez les chiffres aujourd'hui, mais cette répartition finalement entre fonds euros dans lesquels on va chercher une certaine stabilité et unités de compte dans laquelle un certain nombre d'investisseurs vont aller chercher un peu plus de performance, vous la voyez évoluer dans le temps, Patrick Montagné ou Aurore Cambou ? Oh oui, très nettement. Oui. Je ne sais pas si tu as les chiffres exactement en tête, mais en 2022, de mémoire, on était à peu près à 40% des nouveaux flux se dirigeaient vers les unités de compte. D'accord. Et c'était une part qui avait beaucoup augmenté, puisqu'on venait historiquement d'un stock qui était plutôt de l'ordre de 15%. Donc ce stock, bien évidemment, il progresse doucement parce qu'il ne passe pas de 15 à 40. Lui, c'est le flux qui est à 40. Bien sûr. Oui. Mais on voit tout de suite qu'effectivement, il a augmenté parce qu'effectivement, il y a eu une plus grande réflexion des épargnants, accompagnés par les gens qui commercialisent, sur c'est quoi une épargne bien répartie. Donc on va chercher plus de performance qu'avant, Aurore Cambou, sur un contrat d'assurance vie, pas sur des fonds en euros, mais sur un contrat d'assurance vie. C'est ce que vous constatez ? Oui, c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de réarbitrage de l'euro vers l'UC. Et alors vers l'UC, bon, j'imagine que là on est plus pour parler de fonds euros, mais après l'UC on peut aller en actions, on peut aller en fonds immobiliers ou autres. Là aussi vous voyez peut-être un peu plus de pédagogie qui a été faite vis-à-vis des investisseurs, peut-être plus d'évolution. C'est peut-être trop tôt pour le constater et peut-être que se dire que l'année 2022 est une année peut-être un peu anormale et que tout cela va reprendre une dynamique similaire à avant 2022. C'est difficile de savoir. Je pense pas. Je pense qu'effectivement l'idée de diversifier son
son épargne pour qu'elle ne dépende pas seulement des taux d'intérêt obligataires est quelque chose qui rentre, je crois, progressivement dans la conscience des épargnants, en tout cas ceux qui ont les moyens de risquer une partie de leur épargne. Parce qu'effectivement, la grande différence avec les UC et le fonds euro, c'est que les UC, le capital que vous investissez n'est pas garanti. Donc, à certaines périodes, vous pouvez vous retrouver en dessous de votre valeur d'investissement et inversement, à d'autres périodes, beaucoup bien au-dessus. Donc là, il faut avoir des investisseurs et des épargnants plutôt qui soient capables effectivement de supporter ces variations. Donc pour nous, effectivement, je pense que l'UC est quelque chose qui est un bon régime. Le tout UC ou tout euro, à notre avis, n'est sans doute pas le bon équilibre, Bien sûr, sauf pour des caractéristiques extrêmes d'épargnants. Un mot sur... Alors, vous parliez tout à l'heure d'épargne de précaution, hein, Patrick Montagnier. On a quand même des chiffres réguliers sur le fait que les Français aiment beaucoup les livrets réglementés, notamment le livret A ou le LDDS. Est-ce que c'est des investissements, des placements que l'on aborde de la même manière qu'un fonds euro, par exemple ? Non, je crois qu'Aurore a des chiffres là-dessus sur 10 ans. Hein, le rendement du livret A, il a été beaucoup plus faible. Hein, je ne sais pas si tu peux les citer de tête. Oui. De tête ou avec votre fiche, comme vous préférez. Oui, c'est vrai que, par exemple, en 2012, on avait un taux de revalorisation des contrats d'assurance vie à 2,91. D'accord. Et en fin d'année, on était à 2,3 pour le livret A. D'accord, oui. Et après, déjà, le taux de revalorisation des contrats d'assurance vie était au-dessus du livret A. Et après, ça continuait en fait. Ils ont tous les deux baissé, mais le taux de revalorisation des contrats d'assurance vie est resté au-delà. Au-dessus du livret A. Oui, parce au-dessus du taux du livret A. À 0,50, 0,75 Oui. à l'époque où le taux était encore bien supérieur. Voilà, quand on était à 0,5 pour le livret A, on était à 1,28% pour les contrats d'assurance vie. Et pour le coup, en 2022, non, ça ne s'est pas inversé en 2022, puisqu'ensuite le livret A a continué à se voir revaloriser en 2023 pour le coup. Oui, à 3% au 1er février. Donc la règle reste vraie pour 2022. Oui. Si on reste au fin décembre 2022, et c'est ensuite on verra effectivement en 2023. Oui, parce que la moyenne de livret A en 2022 est inférieure, effectivement, au 1,91 que nous vous citions tout à l'heure. Et alors, d'un point de vue stratégie, faut-il regarder ces deux placements de manière similaire ou au contraire les utiliser de manière différente quand on est un investisseur ou une Le livret A, pour moi, ce n'est un placement que pour les gens qui ont effectivement une épargne faible et qui effectivement ne veulent pas prendre de risques. Donc, dans ces cas-là, c'est la meilleure option. D'accord. Pour des épargnants qui ont un peu plus de moyens, qui ont une épargne un peu plus importante, comme c'était je rappelais éventuellement, vous avez le livret A, c'est quelque chose que vous pouvez avoir, que tout le monde a d'ailleurs. Hein, il y a 50 et quelques millions de Français qui ont un livret A, donc quasiment tout le monde a un livret A en France, et qui permet simplement d'avoir une épargne de précaution dans laquelle vous pouvez, je ne sais pas, moi, vous avez un achat d'impulsion, vous pouvez piocher dans votre livret A, c'est fait pour ça. Là, ce n'est pas fait en revanche pour l'assurance vie, qui est effectivement plutôt pour une période longue. Et le livret A, effectivement, a un très gros engouement, puisque à 3%, après tout, ça ne coûte pas de le remplir. Hein. Quand vous en avez un qui n'est pas rempli, autant le remplir. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Aurore Cambou, chef du service d'analyse des risques assurance au sein de la direction d'études et d'analyse des risques de l'ACPR. Merci également à vous, Patrick Montagnier, premier secrétaire général adjoint de l'ACPR. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission, l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec la dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP, où nous donnons la parole à un conseiller en gestion de patrimoine sur un sujet d'actualité, ou en tout cas un sujet qui l'anime au quotidien. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Savignane. Les investisseurs ont suivi cet été la revalorisation à la baisse de prix de part d'un certain nombre de SCPI, notamment décidées en juillet. Faut-il s'attendre à d'autres baisses à venir au mois de septembre ou octobre? Ah oui, je pense que la série à succès qui a été lancée au mois de juillet va se poursuivre avec de nouveaux épisodes au mois de septembre. Pour une raison simple, l'AMF a demandé aux sociétés de gestion de procéder à une évaluation de leur patrimoine en milieu d'année. Le résultat de ces évaluations va être connu là, fin août, début septembre. Et très logiquement, sur un marché qui est le même pour tout le monde, qui a subi la même hausse des taux d'intérêt pour tout le monde, on va avoir d'autres évaluations à la baisse du patrimoine et ensuite des décisions de sociétés de gestion de venir aligner, par exemple, le nouveau prix de souscription de leur SCPI à la nouvelle valeur de reconstitution, ou en tout cas supposée comme telle. Donc oui, probablement, il va y avoir d'autres baisses de SCPI. On va surtout avoir un double effet d'annonce. Les sociétés de gestion qui vont pouvoir annoncer « nous ne baissons pas notre prix de part et voilà pourquoi »,
nous avons des belles perspectives de développement. D'accord. Et puis celles qui, par contre, vont être dans l'obligation ou avec un choix commercial de se dire, compte tenu des évaluations, nous préférons baisser modérément, et en expliquant pourquoi leur SCPI reste digne d'intérêt. Donc on peut s'attendre à voir certaines SCPI qui ne baisseraient pas leur prix de part, parce qu'on pourrait croire, quand on regarde ça d'un petit peu loin et qu'on a suivi ça par exemple depuis la plage cet été, de se dire à partir du moment où on va regarder réellement la valeur des actifs, elles vont toutes baisser leur prix, puisque globalement, il y a des inquiétudes sur le marché immobilier aujourd'hui. L'évolution des taux est la même pour tout le monde. Donc potentiellement, les loyers futurs revalorisés à un taux d'intérêt plus élevé aujourd'hui ont moins de valeur actuelle, mais les patrimoines sont loin d'être équivalents et les expertises varient fortement d'un secteur d'immobilier à un autre. Donc selon les classes d'actifs, on va avoir l'hôtellerie qui se porte bien, les commerces qui résistent. Et par contre, si vous avez beaucoup investi, après avoir beaucoup collecté sur des immeubles de bureaux, deuxième couronne Île-de-France ou première couronne Péri-Défense monolocataire, là, très probablement, vous allez avoir des évaluations à la baisse de votre patrimoine. À l'inverse, ça va être une opportunité formidable pour les conseillers en gestion de patrimoine de venir faire valoir leur liberté de sélection et de conseil en allant promouvoir des nouvelles SCPI, par exemple, qui, elles, vont pouvoir se lancer dans un marché qui a déjà baissé ou dans un marché où il y a plus d'acheteurs, donc ils vont pouvoir nouer de très belles opérations en achetant, en investissant maintenant. Et se positionner très tôt sur ces SCPI qui démarrent, ça va certainement être une opportunité. Donc il va falloir aller regarder les nouveaux entrants en matière de SCPI en se disant que finalement les malheurs des uns font le bonheur des autres quelque part, c'est ça ? C'est pas le malheur des uns qui fait le bonheur des autres, mais en tout cas c'est un contexte dans lequel on passe d'une époque où toutes les SCPI, bonnes ou mauvaises, avaient globalement des comportements satisfaisants, à un univers dans lequel la sélection va avoir une vraie valeur ajoutée, la sélection et le suivi, parce qu'au-delà de la valorisation, il va y avoir un point d'attention aussi, c'est le risque de liquidité sur certains véhicules, notamment lié à la décollecte enregistrée sur les SC et SCI, unités de compte immobilières, qui avaient beaucoup collecté en 2022. Donc là, c'est quelque chose à suivre, et à nouveau pour les conseillers en gestion de patrimoine, l'occasion de montrer que l'on peut apporter une valeur ajoutée à la fois sur la sélection, mais aussi sur le suivi des placements, ceux que l'on a recommandés et les autres, pour mieux orienter les épargnants. C'est un peu comme si dans un avion, vous pouviez dire « nous allons traverser une zone de turbulence ». Quand vous entendez ce message-là, vous savez que vous n'allez pas éviter la zone de turbulence. Bien sûr, elle sera là pour tout le monde. Par contre, vous êtes alerté en amont, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez attacher votre ceinture et vous pouvez être confiant dans le commandant de bord qui saura vous guider là où vous serez un peu moins secoué qu'ailleurs. Donc, j'allais vous demander à quoi il faut être attentif, mais ça, donc du coup, effectivement, on l'a compris, la liquidité et peut-être les nouvelles SCPI auxquelles il faut faire confiance, mais il faut s'attendre en tant qu'épargnant aujourd'hui à une petite période de turbulence sur les SCPI, sans pour autant craindre de quitter complètement la thématique d'investissement. Alors, si votre objectif en tant qu'épargnant, c'est d'avoir des revenus réguliers élevés sur du long terme, la SCPI est plus que jamais un placement à préconiser, à regarder de près, parce que vous allez avoir des revenus réguliers sans limitation de durée et avec une indexation au moins partielle sur l'inflation. Donc par rapport à ces objectifs de placement-là, il faut toujours considérer la SCPI. Simplement, dire je regarde la SCPI, ça n'est pas suffisant, il faudra bien sélectionner les SCPI dans lesquels on décide d'investir. Merci beaucoup Vincent Danis de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil du CGP, dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Savignane. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.